Ouverture de l'Afro-Basket, la Côte d'Ivoire abrite la fête sportive à partir d'aujourd'hui. Jusqu'au 31 août, le palais des sports de Treichville va vibrer au rythme de la balle au panier. Projet de loi sur l'apatridie. Hier, après de longs et parfois houleux débats, les membres de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité 2 conventions. Et puis l'Égypte, toujours au cœur de l'actualité mondiale, la répression contre les pro-Morsi se poursuit au moment même où les autorités en place ont mis la main sur le chef de la confrérie des frères musulmans. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. C'est aujourd'hui que démarre l'Afro-Basket 2013, ici même à Abidjan. 16 pays sont au rendez-vous de la grand-messe du basketball africain. Pendant 11 jours, les amoureux de la balle au panier seront servis en émotion. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, entre en lice en fin d'après-midi. À 17h30, les éléphants basketteurs seront opposés aux joueurs algériens. Et nous le disions également en titre, les membres de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale ont adopté 3 projets de loi, dont 2 sur l'apatridie, autorisant le président de la République à ratifier des textes internationaux. Il s'agit notamment des conventions de 1954 et 1961 des Nations Unies pour la lutte contre l'apatridie. L'apatridie, c'est la situation des personnes vivant dans un pays donné, mais qui n'ont aucun lien avec une patrie ou qui ne peuvent prouver leur nationalité. On en parle avec Léon Bro. La Côte d'Ivoire en route pour reconnaître et réduire les cas d'apatridie, situation qui établit que des résidents en terre ivoirienne n'ont aucun lien de nationalité avec un pays au monde. L'Assemblée nationale a franchi ce lundi la première étape de cette lutte à travers l'adoption en commission de 2 projets de loi pour autoriser le président de la République à ratifier les conventions des Nations Unies de 1954 et 1961 relatives à l'apatridie. Houleux ont été les débats qui ont duré plus de 10 heures d'horloge, soit de 11h à 21h25. Les arguments des émissaires du gouvernement, les ministres en charge des Affaires étrangères et de la Justice sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de respecter ses engagements internationaux n'auront pas suffi pour convaincre les députés. Il a fallu à Charles Déby Kofi et Nyenema Mamadou Koulibaly d'expliquer que l'apatridie ne donne pas automatiquement droit à la nationalité. Les 2 ministres ont soutenu qu'à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire ne compte pas d'apatrides, en indiquant toutefois que le risque d'apatridie est réel. À l'issue de la dernière identification en vue des élections, il s'est trouvé une liste dite grise. Il y avait à peu près au moins 601 personnes dont les questions de nationalité n'étaient pas clairement établies. À côté de celles-ci, il faut voir celles qui n'étaient pas en âge d'être recensées, qui sont donc à bas âge et dont une estimation parle d'environ de 300 000 enfants, ce qui équivaudrait à peu près à 900 000 personnes exposées au risque d'apatridie. Il s'agit de faire en sorte que dans nos pays, la réduction de ces fléaux, s'il existe, puisse être maîtrisée. 3e projet de loi adopté ce lundi par la Commission des relations extérieures, c'est lui pour autoriser le président de la République à ratifier le traité pour la construction, l'exploitation et le développement de la ligne d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Un texte tout aussi important puisque devra permettre à terme à notre pays d'exporter de l'électricité vers ses 3 partenaires. Hier donc, les députés ont adopté en commission 2 projets de loi sur l'apatridie. C'était dans un environnement surchauffé. Les débats qui ont précédé l'adoption de ces projets ont été longs et houleux. Notre équipe de reportage reviendra sur l'ambiance qui a prévalu à l'hémicycle dans nos prochaines éditions. En fin de semaine dernière, le ministre auprès du président de la République chargé de la défense a sillonné les principales régions où sévissent les coupeurs de route. Paul Kofi Kofi était donc à Boaké, Béoumi, Sakassou, Goïtafla, Oumé et Saint-Fra
avec les populations. Il a été bien évidemment question de la situation sécuritaire. Le ministre a rassuré les honnêtes citoyens avant de promettre un avenir difficile aux bandits. Mamadou Kwasi pour le reportage. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour qui la sécurité des populations ivoiriennes constitue une des priorités, m'envoie vers vous, m'enquérir de vos difficultés contraintes en matière de sécurité, en vue d'y apporter des solutions appropriées, ou au besoin réadapter l'articulation du dispositif déjà déployé sur le terrain. C'est en ces termes que le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a présenté l'objet de la tournée qu'il a entreprise du 16 au 18 août dernier dans les localités de Saint-Fra, Oumé, Zionoula, Koitafla, Sakassou et Béoumi. Les préoccupations des populations tournent autour des barrages illégaux, des relations conflictuelles entre agriculteurs et éleveurs, des sites toujours occupés et surtout du phénomène grandissant des coupeurs de route qui continuent de s'aimer morts et désolation sur l'ensemble du territoire national. Sur tous ces sujets, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a donné des assurances quant aux mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour garantir la sécurité de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. La présence du ministre nous a réconfortés. Il nous a montré que le pays est en sécurité, qu'on peut voyager en paix. Nous avons été très contents de l'intervention du ministre de la Défense, tous les chefs de Sakassou. Le département de Sakassou, les 172 villages représentés par leurs chefs ici, lui disent beaucoup merci. Il faut noter que partout où il est passé, le ministre de la Défense a échangé avec les personnels des forces de défense et de sécurité pour se faire une idée de leurs conditions de vie et de travail, mais aussi pour leur donner des conseils d'usage en vue d'un meilleur accomplissement des missions à eux confiées par l'État de Côte d'Ivoire. À Bouaké, la direction régionale des transports veut réduire considérablement le taux des accidents de la route dans la région de Bouaké. À cet effet, une opération planting de panneaux de signalisation a été initiée. Les détails avec Kader Sogodogo et Diarasouba Christ Larsen. À Bouaké, capitale de la région de Bouaké, de nombreux accidents sont dus à l'inexistence et à la méconnaissance des panneaux de signalisation. Face à cette situation, la direction régionale des transports décide de monter au créneau. Après de nombreuses campagnes de sensibilisation, elle vient de procéder au cours d'une cérémonie au lancement de l'opération planting de panneaux de signalisation dans la ville de Bouaké. Sako Ibrahima, directeur régional des transports de Bouaké, a tenu à rappeler l'importance des panneaux de signalisation et du permis de conduire dans le secteur du transport. En matière de sécurité routière, on est tous responsables. Et donc la vie, elle est surtout intéressante à vivre et non le contraire. Et surtout que le président de la République parle d'une émergence, alors qu'à Bouaké, il y avait tout ce qui se passe. Comme accident de circulation, on a constaté que c'est pratiquement 95% des jeunes qui sont concernés. Alors, en l'an 2020, qui sera là pour l'émergence? C'est pour ça que tout le monde doit se sentir concerné. Les autorités administratives et les responsables des transporteurs de Bouaké s'engagent, quant à eux, à accompagner cette initiative de leur tutelle. Nous allons tout faire pour nous mettre au travail, pour sensibiliser les conducteurs et même les piétons. Avec l'opération permis de conduire dans le mois de mars et le planting de panneaux qu'elle vient de lancer, la direction régionale des transports de Bouaké veut mettre fin au taux croissant des accidents de circulation dans toute la région de Bouaké. Après la phase pilote de l'enseignement langue maternelle au niveau du primaire, le gouvernement veut passer à la phase d'élargissement sur toute l'étendue du territoire. Mais avant, il faut élaborer des stratégies pour la mise en œuvre du projet. Retrouvons Mamadou Kwasi. Introduire les langues maternelles dans l'enseignement scolaire, bientôt une réalité en Côte d'Ivoire. Après le succès de la phase expérimentale démarrée en 2001 dans 10 villages, le gouvernement veut vulgariser cette politique d'enseignement sur toute l'étendue du territoire national. Mais avant, l'on pense à l'élaboration des curricula de formation et la stratégie de l'enseignement en langue maternelle. L'école, c'est une formation intellectuelle et en même temps, c'est une acquisition de savoir. Mais nos enfants ont le double obstacle d'avoir une langue nouvelle à apprendre, en même temps qu'ils ont un nouveau langage qui n'est pas le langage ordinaire de tous les jours à apprendre. On peut accéder au savoir et à la formation intellectuelle dans n'importe quelle langue, après transférer à d'autres langues. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique soutiennent que l'introduction des langues maternelles va améliorer les résultats scolaires. Ça sera en Senufo, à Korogo, en Bété, à Gagnoua, à Nani, à Bengourou et en Koulango, à Bondoukou par exemple. Surtout en rural, où les élèves
du CP, la maternelle d'abord, et le CP vont travailler totalement en langue. Ça ne sera pas imposé à tout le monde. Ce qu'on cherche surtout, c'est la qualité de l'enseignement. L'initiative du projet École intégrée va durer 4 jours. 4 jours qui permettront d'élaborer des stratégies et méthodes d'enseignement, l'actualisation de l'orthographe et des manuels de formation. Parlons à présent des journées de consultation ophtalmologique gratuites et de soins des cas de cataracte initiées dans la commune du Plateau. Ces séances de consultation gratuites se tiennent dans l'enceinte de la mairie et durent 3 jours. Herman Niamia. Ils n'auront pas à débourser un centime pour se faire soigner de la cataracte s'ils sont dépistés positifs. Et ce sont ces patients qui attendent d'être reçus par l'équipe médicale de l'ONG Lightfest. Le groupe Sahara International Côte d'Ivoire, en partenariat avec la mairie du Plateau et l'ONG Lightfest, ont décidé de contribuer à leur guérison. Pourquoi la cataracte? Parce qu'on s'est rendu compte que la vue c'est très important. Quand on ne voit pas, c'est un peu difficile de pouvoir vaquer à ses occupations. Et pourquoi à partir de 40 ans? C'est parce qu'on s'est dit que ces personnes, à partir de 40 ans, on est dans le domaine actif. On est actif, on travaille et lorsqu'on n'a pas l'usage de ses yeux, c'est un peu difficile de pouvoir exercer. Il n'est pas que la cataracte qui rend aveugle. Il y a aussi le glaucome, il y a les maladies de la rétine qui sont les complications du diabète, de la tension artérielle. Il faut faire un effort donc pour aller se faire voir les yeux, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, quand vous avez déjà dépassé les 40 ans. On estime à 40 millions le nombre de personnes aveugles dans le monde, dont 20 millions de cas de cataracte. En Côte d'Ivoire, 150 000 personnes souffrent de la cataracte, un chiffre auquel s'ajoute chaque année 10 000 nouveaux cas. La maladie est donc considérée aujourd'hui par l'État comme un véritable problème de santé publique. Pour cette campagne de consultation et de soins dans la commune du Plateau, au moins 150 personnes victimes de la cataracte seront gracieusement prises en charge. Du 28 au 30 octobre prochain, Abidjan va accueillir la 10e édition du marché des assurances des banques et établissements financiers, le MABEF. Une édition dont le thème est l'éthique et le développement du secteur financier, enjeux et perspectives. Le lancement de l'événement s'est déroulé le week-end dernier sous le regard de Mamadou Kouassi. En Côte d'Ivoire, seulement 17% de la population dispose d'un compte bancaire. Un taux jugé faible pour une économie en pleine croissance. Il faut donc inculquer la culture bancaire aux populations. Et pour réussir ce pari, plusieurs initiatives sont prises, dont le MABEF, le marché des assurances des banques et établissements financiers. Une plateforme de rencontre. Cette année encore, il sera au rendez-vous pour la 10e fois. Une 10e édition placée sous le thème « Les TIC et le développement du secteur financier, enjeux et perspectives ». Toutes les transactions financières aujourd'hui se font simplement à l'aide des TIC. Vous avez un téléphone portable, vous pouvez faire un virement bancaire, vous avez un téléphone portable, vous pouvez payer vos factures d'eau, de courant. Donc il faut adapter la nouvelle donne à tout ce qui est finance. Une initiative saluée et encouragée par la RTI et les autres partenaires. Vous savez que la RTI se positionne comme un partenaire stratégique pour toute structure œuvrant dans le développement. Et on sait qu'autour de l'activité bancaire gravitent plusieurs activités qui concourent à l'émergence économique. Et donc, lorsqu'on met ces deux éléments en regard, la RTI ne pouvait qu'être un partenaire du choix. Pour bancariser toutes les populations de Côte d'Ivoire, nous avons besoin de vecteurs d'amplification. Et donc, c'était une belle occasion pour nous de trouver un partenaire qui nous accompagnerait dans cette communication. La 10e édition du marché des assurances des banques et établissements financiers, MABEF, aura lieu du 28 au 30 octobre 2013 à Cocody. La journée de l'impôt, celle qui s'est tenue à Tiébissou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, a permis aux responsables locaux de l'administration de sensibiliser la population sur le paiement des impôts. Le reportage de Charles Tatou. Selon les chiffres de la Direction générale des impôts, en fin 2012, sur une population estimée à plus de 20 millions d'habitants, seulement 341 974, soit 1,79% des habitants ont contribué au budget de l'État. Ce tableau sombre de l'incivisme fiscal dans le pays interpelle les responsables du centre des impôts de Tiébissou. Ils veulent, à travers cette rencontre, établir de bonnes relations avec les contribuables connus dans leurs fichiers
et les potentiels contribuables. Les chiffres sont éloquents parce que en 2012, pour des objectifs de 118 millions, nous avons réalisé 94 millions 800 et en 2013, les objectifs avoisinent 100 millions. Nous sommes déjà à plus de la moitié, c'est-à-dire plus de 50 millions. Mais il faut tenir compte aussi du fait que cette année, on serait peut-être un peu plus loin. Mais cette année, la vignette ne se paye plus à nos caisses. Ça fait vraiment un manque à gagner pour nous, ça fait un véritable trou. Et donc, il faut trouver d'autres moyens pour essayer de rattraper ce manque à gagner là. Et donc, nous pensons qu'avec la journée de l'impôt, nous trouverons donc d'autres contribuables. Plusieurs communications sur le civisme fiscal ont été faites, qui ont sensibilisé les populations sur les raisons pour lesquelles le contribuable doit s'acquitter de ses impôts. Les meilleurs contribuables de la ville de Tébissou ont été félicités et récompensés. Rendons-nous un peu plus au nord de Tébissou, précisément à Katiola. Les abonnés des maisons de téléphonie ont du mal à recharger leurs comptes. Pourquoi cette situation? Réponse avec Ouattara Amadou et Charles Tatou. Le téléphone cellulaire a supplanté le téléphone fixe réservé autrefois aux personnes les plus aisées. L'avènement des réseaux de téléphonie mobile a créé le phénomène de cabines cellulaires. Ces cabines téléphoniques, considérées comme une parade contre le luxe et l'opulence, ont connu une prolifération dans les carrefours de toutes les villes de Côte d'Ivoire. Cependant, les acteurs de ces cabines téléphoniques exercent encore avec amateurisme. Par exemple, le portable a souvent sa batterie complètement à plat ou alors ses unités sont épuisées et le gérant, tranquillement assis dans sa cabine, attend les clients. Cette négligence, il ne la constate lorsqu'il a fini de composer le numéro de son client. Ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui se trouvent dans un besoin rapide de téléphoner et à qui cette situation a créé des désagréments. Moi, ça me touche, quoi. Je me sens un peu gêné avec ça. Je lui dis, bon, n'a qu'à faire tout son possible, il va recharger vite, quoi. Parce qu'à l'heure, on a besoin de transferts. Ce comportement n'est pas professionnel. Je leur demande de faire un effort pour accomplir cette mission de transfert. N'importe qui peut faire, mais souvent ça dépend. On n'a pas besoin d'avoir trop d'argent pour faire la cabine, mais au moins il faut s'arranger, avoir les unités tout le temps, quoi. Certains gérants de cabines attribuent cette négligence au manque de moyens financiers. On recharge les portables, donc on fait un rechargement au moins de 5 000 francs. Maintenant, lorsque nous faisons les transferts, on ne peut pas à tout moment regarder le compte parce qu'il y a plein de personnes qui attendent. Donc, parfois, mais là, on peut finir sans qu'on s'en rende compte. Tout le monde a envie de bien gérer avec une grande quantité. Mais s'il n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il met ce qu'il peut. D'autres, par contre, appellent à l'indulgence. Les clients qui se fâchent viennent avec nous, on leur explique comment ça fonctionne ici. Eux, ils arrivent à nous comprendre aussi. Nous demandons pardon. Un client est un roi, on ne peut pas le chasser comme ça. Donc nous, on assume toutes les conséquences qui viennent de nous. C'est le lieu d'attirer l'attention des propriétaires de cabines téléphoniques pour prendre des dispositions pratiques afin d'éviter d'exposer leurs gérants à la représaille des clients. Tournée de sensibilisation du directeur de l'Office ivoirien des parcs et réserves, le colonel Tondosama Adama demande aux populations riveraines de s'impliquer dans la conservation durable des parcs. Doigt de Laser nous en dit plus. Le directeur national de l'Office ivoirien des parcs et réserves nationaux en visite dans le parc national de Taï. Le colonel Adama Tondosama est venu sensibiliser et informer les populations riveraines sur les actions du gouvernement pour la gestion nouvelle des parcs et réserves nationaux. Objectif, assurer une conservation durable de ces biens de l'État de Côte d'Ivoire. Pour lui, le parc national de Taï ne doit plus être exploité illégalement. Le directeur général a invité donc les populations à la vigilance afin de lutter contre l'infiltration des clandestins dans le parc national de Taï. Au cours de la visite, il a procédé à l'inauguration du bureau de l'OIPR de Taï, réhabilité récemment par les partenaires à la structure. Adama Tondosama a également offert un ordinateur portable aux meilleurs élèves de la promotion terminale du lycée moderne de Soubré. Une promotion portant son nom.
À Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, les autorités municipales décident de doter la commune d'un plan stratégique de développement pour la période 2013-2018. Les détails de ce plan stratégique dans le reportage de Chantal Akanda. Les secteurs prioritaires retenus pour ce plan stratégique de développement sont entre autres l'agriculture, les ressources naturelles, les infrastructures économiques, le patrimoine culturel, sans oublier les questions de population et des services sociaux. Ce plan stratégique devrait aussi permettre aux nouvelles autorités communales de disposer de toutes les données fiables et sûres relatives à deux préoccupations majeures des populations. Il s'agit du foncier urbain et des dépôts d'ordures sauvages. Une gestion rationnelle de ces secteurs délicats donnera à la commune d'Abengourou un nouvel élan et un nouveau visage, au dire du maire Amoako Mbanga. Pour la réalisation et la confection du plan stratégique, c'est l'expertise du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, qui a été sollicitée par l'équipe communale. Sur une période de 6 mois, le BNET passera au peigne fin l'état des lieux du développement de la commune d'Abengourou et les préoccupations des populations. Ces actions devraient relever de façon significative, dans les 3 prochaines années, le niveau de développement de la commune d'Abengourou. Au nom du conseil régional de l'Indénié-Duablin, le premier vice-président Eouman Boko Hubert a traduit toutes les félicitations du conseil régional au maire Amoako Mbanga pour cette initiative qui, selon lui, est un véritable tableau de bord de l'action communale pour un développement profitable à tous. Après l'élaboration du plan stratégique, place à des dons. Et c'est une ONG Ivoire-au-Sus dénommée Aniamant qui signifie fraternité en Agni, qui a offert du matériel médical, bureautique et informatique à la région de l'Indénié-Duablin. Valeur des dons, 150 millions de francs CFA. Les bénéficiaires sont les directions régionales de la santé, de l'éducation nationale, de la préfecture de région et la commune d'Abengourou. Un mot de tourisme. Au terme de sa mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur des États-Unis, Philippe Carter III, a effectué une visite sur les monts Mafa de Bessedi-Briand dans le département d'Adzopé. C'est à 75 km d'Abidjan. Pôle d'attraction touristique, le diplomate américain a promis parler de ces monts Mafa autour de lui afin qu'ils soient davantage connus. Patricia Omo. Bessedi-Briand est une localité nouvellement érigée en chef-lieu de sous-préfecture depuis 1997. Situé dans le département d'Azopé et à environ 75 km d'Abidjan, ce gros village possède un patrimoine touristique, les monts Mafa. Au terme de sa mission, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence Philippe Carter III, est allé à la découverte des monts Mafa. Haut de 316 mètres, le diplomate américain et la délégation qui l'accompagne ont pris un immense plaisir à se retrouver au sommet des monts Mafa. Pôle d'attraction touristique, lieu de retraite spirituelle et d'excursion dans le département d'Azopé, les monts Mafa auraient un caractère sacré susceptible de procurer des bienfaits aux visiteurs. Son Excellence Philippe Carter III part officiellement d'Abidjan le 27 août prochain. Il se propose donc de revenir à Bessedi-Briand pour mieux saisir la beauté des lieux et le parfum des arbres qui contribuent à rendre magiques les monts Mafa. Retour à Abidjan, les ressortissants de la région du Bafing se sont retrouvés dimanche à Abobo pour prier en faveur de la réconciliation. Une initiative de l'association Le Maoudé. Les fils et filles de Touba ont également prié pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, afin qu'il réalise ses objectifs de développement. Serge Gangomin et Mamadou Kouassi pour en savoir plus. Prière pour la cohésion sociale, la réconciliation, la paix et pour la réussite des objectifs de développement de la Côte d'Ivoire. Les fils et filles du Bafing sont venus des différentes communes d'Abidjan et celles de l'intérieur du pays pour prendre part à cette prière aux côtés des cadres de la région. Pendant ce pouvoir du président Ouattara, il veut que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent à l'horizon de l'an 2020. Et pour arriver à cela, il faut qu'on se donne la main qui est la paix et la réconciliation. Représentant Ibrahim Ouattara, ministre des Affaires présidentielles et parrain de la cérémonie, le député maire de Kong, Ouattara Bassiaka, salue l'initiative de cette association. Je suis de Kong, vous savez que Kong, c'est quand même l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est l'islam à Kong. Et on ne peut que louer et remercier nos parents du Bafing. Ils ont bien dit que nous, on appartient au Bafing.
effectivement, c'est vrai, Kong-Bafing, c'est la même famille. Et tout ce qui est prière, même si ce n'est pas le Bafing, tout ce qui est prière pour le pouvoir du président Alassane, nous serons présents. Prière certes, mais également moment de retrouvailles et de contact pour relancer le développement de la région. Touba a d'énormes potentialités, mais à cause de notre division, ces potentialités ne sont pas mises en valeur. Et c'est la retrouvaille, c'est la réconciliation, c'est l'union qui va faire en sorte que Touba va prendre le train de l'émergence dont le président parle. Créée en 1999, l'association Maoudé regroupe les fils et filles des départements de Touba, de Koro et de Wanino. Hors de chez nous, en Égypte, Mohamed Badi, le chef de la confrérie des frères musulmans, a été arrêté la nuit dernière. Il était recherché depuis la chute de Mohamed Morsi. Son jugement pourrait démarrer dès dimanche prochain. Il est poursuivi pour incitation à la violence. Pendant ce temps, la répression des pro-Morsi se poursuit dans la violence. Au moins 900 d'entre eux ont été tués depuis mercredi dernier. Terrorisme, le mot tourne en boucle sur les médias égyptiens. Pour le général Al-Sisi, les terroristes aujourd'hui sont les militants islamistes. Le nouvel homme fort du pays s'exprimait pour la première fois depuis le carnage de mercredi qui a fait 800 morts, essentiellement des manifestants pro-Morsi. Aucun état d'âme, le général justifie la répression. Il promet une réponse des plus énergiques, je cite, aux islamistes qui selon lui ont choisi la violence. Soyez attentifs à ce que je dis. Nous ne tolérerons pas les traîtres, ceux qui suscitent des menaces ou des complots. Non, il n'y aura rien de tout cela et je vous en donne l'assurance ici et à vous tous. L'armée ne trahira pas et ne nourrira pas de complots. Une méthode forte, largement soutenue par la presse nationale et par une grande majorité des habitants du Caire. Ce qu'il dit est correct, bien sûr. Et c'est la meilleure chose à faire. Sinon, le pays sera détruit. Il fait face à des gens qui sont déterminés à détruire et à saboter. Y a-t-il une alternative? Non, il n'y a aucune alternative. Nous sommes avec Sisi, corps et âme, et avec quiconque permettra la réconciliation en Égypte. Nous soutenons toute tentative dans ce but. Et la tension ne va pas retomber avec l'attaque lundi contre des policiers dans le Sinaï. 2 convois visés à la roquette selon des sources sécuritaires et médicales. Ce raid, attribué à des islamistes armés, est le plus meurtrier depuis des années. Bilan, 25 policiers tués, photographiés ici par le correspondant de Reuters. Seulement voilà, ils sont en civil et certains ont les mains liées, jetant le doute sur les circonstances exactes de l'attaque. Confusion et polémique aussi après le décès de 37 détenus islamistes dimanche soir. Ces prisonniers, tous des frères musulmans, sont morts asphyxiés par des grenades de gaz lacrymogène tirées dans le camion qui les transportait vers une prison du Caire. Version de l'armée, ils ont été tués car ils avaient kidnappé un policier et tentaient de s'évader. C'est un meurtre de sang-froid, accusent de leur côté les frères musulmans. Au Pakistan, Pervez Musharraf, l'ancien président, a été formellement accusé du meurtre de l'ancienne première ministre Benazir Bhutto, assassiné en 2007. Pervez Musharraf était rentré dans son pays fin mars dernier pour la reconquête du pouvoir après 4 années d'exil. Et puis des nouvelles du reste du monde avec des escales en Nouvelle-Zélande, à Gibraltar, au Mexique et aux Philippines. Les îles ont été frappées par des intempéries meurtrières. La capitale des Philippines noyée sous les eaux. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Manille ont provoqué la montée des eaux dans plusieurs quartiers de cette ville de 12 millions d'habitants. L'alerte rouge a été décrétée tandis que les écoles, les administrations et la bourse ont été fermées. Ce week-end, ce sont des régions agricoles situées à des centaines de kilomètres de Manille qui avaient été inondées. Des précipitations particulièrement violentes dues à la conjonction de la mousson et du passage d'une tempête tropicale. Le gouvernement mexicain a annoncé ce week-end l'arrestation du chef du cartel de la drogue du Golfe, Mario Armando Ramirez Trevino, dit Le Chauve, encourt 40 ans de prison pour des crimes liés au narcotrafic et une extradition aux États-Unis qui ont offert une récompense de 5 millions de dollars pour sa capture. Au Mexique, les violences liées au trafic de drogue ont fait 70 000 morts depuis 2006.
Une armada de 38 bateaux espagnols face à Gibraltar. Les pêcheurs s'étaient rassemblés dimanche pour protester contre la construction récente par l'enclave britannique d'un récif artificiel qui, selon eux, les prive de l'un de leurs meilleurs viviers. Une manifestation qui n'a pas manqué de réveiller les tensions diplomatiques entre Londres et Madrid et les élans nationalistes. Depuis la construction de ce récif, Gibraltar accuse Madrid d'avoir multiplié en représailles les contrôles à la frontière. Premier mariage gay en Nouvelle-Zélande qui devient ainsi le 14e pays au monde à autoriser l'union de deux personnes du même sexe. Depuis le temps qu'ils attendaient cela, les couples avaient pu se concocter le mariage de leurs rêves, traditionnel ou non, à cheval ou même dans les airs, comme Linley et Ali qui ont choisi de se dire oui à 30 000 pieds au-dessus du sol. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI.